quelque chose d'étrange se passe. D'un côté, on voit un pays africain essayer de se tenir debout, gérer ses richesses, faire ses choix. De l'autre, on entend une voix venue de très loin, mais qui veut parler très fort. Cette fois, ce n'est pas un journaliste ou un économiste. C'est un général américain, en uniforme impeccable, qui prend la parole devant les sénateurs à Washington. Son nom? Michael Langley. Son rôle? Il dirige le commandement des États-Unis pour l'Afrique, ce qu'on appelle AFRICOM. Et ce qu'il a dit a surpris beaucoup de monde. Il a accusé le capitaine Ibrahim Traoré, dirigeant du Burkina Faso, de garder l'or du pays pour son régime, pas pour son peuple. Pas de documents, pas de preuves, pas de chiffres. Juste une phrase, posée comme ça, au beau milieu d'une audition officielle. Mais ce genre de déclaration, surtout venant d'un haut gradé, n'est jamais lancé au hasard. C'est un message, un signal. Et parfois, dans la géopolitique, le doute suffit à faire des dégâts. Très vite, les chaînes internationales ont repris l'info. Des experts ont commencé à en discuter. Des diplomates se sont mis à murmurer. Et pendant ce temps, personne ne s'est vraiment demandé « Pourquoi maintenant? Pourquoi cette attaque soudaine ?» Voici ce que peu de gens racontent. Au Burkina Faso, une décision importante venait tout juste d'être prise. Stopper l'exportation de l'or brut. Le pays a annoncé qu'il voulait raffiner son or chez lui, créer plus de valeur et surtout, garder le contrôle. Plus encore, l'idée d'une monnaie adossée à l'or a été évoquée. Un vrai tremblement de terre pour ceux qui tiennent à l'ordre financier actuel. Et là, silence du côté des grandes puissances. Jusqu'à ce que le général Langley s'exprime. Mais pourquoi lui? Pourquoi un chef militaire se mêlerait-il de gestion minière ou de politique monétaire? Parce que cette histoire ne parle pas que d'argent. Elle parle d'influence, de loyauté et de qui donne les ordres. Quand un pays décide de raffiner son propre or, de créer ses propres règles, de dire non à la dépendance, il ne fait pas que protéger ses mines, il remet en question tout un système. Il y a des endroits où les mots font plus de bruit que les bombes. Quand un général américain se lève pour dire qu'un dirigeant africain utilise mal l'or de son pays, ce n'est pas juste une opinion. C'est un signal, un avertissement déguisé. Le général s'appelle Michael Langley. Il ne travaille pas dans une banque. Il ne fait pas partie du ministère des Finances. C'est un militaire. Et pourtant, il a parlé d'or. Pas d'un combat sur le terrain, mais d'un combat pour le contrôle. Ce qu'il a laissé entendre? Que le capitaine Ibrahim Traoré, chef du Burkina Faso, cachait l'or pour lui, pas pour son peuple. Mais si c'était l'inverse? Et si, justement, ce qu'il protège, c'est le droit de son pays à garder ce qui lui appartient? Quand quelqu'un prend soin de ses ressources, qu'il dit non aux ordres venus d'ailleurs, qu'il commence à s'appuyer sur ses propres forces, les projecteurs se tournent. Des accusations tombent, des doutes s'installent. Mais cette fois, le Burkina Faso n'a pas paniqué. Il n'a pas crié. Il n'a pas supplié qu'on l'écoute. Il a répondu avec calme. Une simple déclaration, claire et nette. Chaque gramme d'or contrôlé, enregistré. Pas de dissimulation. Pas de confusion. Et surtout, pas de compte à rendre à qui que ce soit d'autre. Pas besoin de longs discours. Leur réponse était un message en soi. Ce que Traoré et son équipe font depuis des mois, ce n'est pas juste gouverner. C'est reconstruire. Reprendre les contrats miniers. Revoir ce qui a été signé sous pression. Stopper les fuites de richesses vers l'étranger. Et surtout, donner la priorité aux Burkinabés. Les petites coopératives, les travailleurs locaux, les projets communautaires. Voilà où l'or commence à aller. Et surtout, pour la première fois, l'idée que l'or peut financer directement les écoles, les routes, les hôpitaux, sans passer par les poches d'un autre pays ou d'un organisme étranger. Et c'est là que ça dérange. Parce que dire non au FMI, dire non aux prêts imposés, refuser les aides conditionnées, c'est briser une règle tacite. Une règle qui dit que les pays riches décident et que les autres suivent. Mais à Ouagadougou, un jeune capitaine a choisi une autre voie. Et il ne la défend pas avec colère, mais avec certitude. Depuis longtemps, AFRICOM ne se contente plus d'organiser des entraînements militaires ou de coordonner des actions de défense. Non, aujourd'hui, c'est bien plus que ça. C'est devenu un outil silencieux mais puissant pour protéger les intérêts des États-Unis en Afrique. Et c'est là que tout prend un autre sens. Parce que ce que fait Ibrahim Traoré au Burkina Faso n'est pas vu comme une simple réforme intérieure, c'est vu comme un exemple. Un exemple qui pourrait faire des vagues. Parce que s'il réussit, d'autres pays vont se poser la question. Et nous alors? Pourquoi pas nous aussi? C'est pour ça que l'histoire de l'or mal utilisé a été lancée. Ce n'est pas juste une accusation, c'est un signal d'alerte. Un coup bien pensé pour tenter de freiner une figure qui devient trop forte, trop inspirante, trop indépendante. Mais au lieu de reculer, Traoré avance. Et plus les critiques fusent, plus son image grandit dans les rues du Burkina Faso. On le voit partout, sur des affiches où il est écrit
Pour le peuple, par le peuple. Dans les marchés, sur les murs, même dans la poussière rouge des ruelles, il est devenu un symbole. Et ce symbole fait peur. Mais pourquoi, exactement? Pour le comprendre, il faut retourner loin dans le temps. L'Afrique a toujours eu des richesses incroyables. Or, diamants, terres fertiles, métaux rares. Mais ce n'est pas la richesse qui a posé problème aux puissances coloniales. C'est l'idée que les Africains puissent un jour en profiter eux-mêmes. Dès que l'or africain a commencé à briller aux yeux des marchands venus d'Europe, un plan s'est formé. Prendre, exporter, contrôler. On a construit des chemins de fer, pas pour relier les gens, mais pour transporter les ressources. On a dessiné des cartes, pas pour unir des peuples, mais pour diviser et mieux gérer les zones d'exploitation. Même après les indépendances, ce système ne s'est pas évaporé. Il s'est transformé. Prenons le Burkina Faso, autrefois appelé Haute-Volta. Après l'indépendance, la France a gardé un œil, une main et parfois même les deux sur ses anciennes colonies. Avec le franc CFA, elle a continué à diriger l'économie à distance, à travers les banques, les règles, les contrats. Et l'or, il continuait de partir. Souterrain ou raffiné, il quittait l'Afrique sans jamais vraiment servir ceux qui vivaient au-dessus de lui. Aujourd'hui encore, les plus grandes entreprises minières d'Europe et d'Amérique exploitent le sol africain. Elles gagnent gros. Les villages autour des mines, eux, restent sans eau potable, sans hôpital, sans route. Alors, quand Ibrahim Traoré dit que l'or va rester ici, être raffiné ici, servir ici, ça bouleverse l'ordre établi. Parce qu'il ne parle pas seulement d'économie. Il parle d'une rupture, d'un basculement. S'il réussit, alors pourquoi pas le Mali? Pourquoi pas le Niger? Pourquoi pas toute la région qui, jusqu'ici, attendait des prêts, des aides, des autorisations? Ce qu'il déclenche, ce n'est pas juste une politique. C'est une idée contagieuse. Et c'est exactement ce que craignent les grandes puissances. Ce que Traoré fait au Burkina Faso n'est pas simplement mal vu. C'est une secousse pour un système mondial entier. Un système qui a toujours fonctionné de la même manière. Les ressources africaines partent à l'étranger. Les profits ne reviennent jamais vraiment. Et tant que cela restait comme ça, personne ne s'en plaignait. Mais maintenant que l'or du Burkina ne prend plus la route du départ, que les raffineries sont locales, que l'État contrôle les revenus et ne les laisse plus filer, tout change. Et ça dérange. Beaucoup. Pas un mot d'encouragement à Londres, pas d'applaudissements à New York. Les journaux financiers n'ont pas crié au progrès. Ils ont crié au danger. Pas un danger pour les Burkinabés. Un danger pour ceux qui perdirent leur part. Et c'est là qu'entre en scène Africom. Non pas comme un expert en économie, mais comme le bras discret d'un pouvoir plus grand. Car quand les richesses restent sur place, l'influence étrangère recule. Ce que craignent certains, ce n'est pas que Traoré fasse une erreur. C'est qu'il fasse les bons choix, mais pour les bonnes personnes, les Burkinabés. Et face à cela, les réponses ne sont pas toujours bruyantes, elles sont subtiles, furtives, précises. Pas de bombes, pas de diplomates en colère. Un simple avis de voyage publié par le département d'État américain. Niveau 4, le plus haut. Traduction: n'allez pas au Burkina Faso, c'est trop dangereux. Mais dangereux pour qui et pourquoi maintenant? Car le pays connaît des troubles depuis longtemps. Ce n'est pas nouveau. Ce qui a changé, ce ne sont pas les conditions de sécurité, ce sont les décisions politiques. Cet avertissement, c'est un signal. Un message discret adressé aux investisseurs, aux institutions financières, aux compagnies d'assurance. Ce pays devient risqué. Pas parce qu'il est instable, mais parce qu'il devient indépendant. Et ce n'était que le début. Des bruits ont commencé à courir. Pas à la télévision, mais dans les couloirs fermés des forums de défense, dans les notes confidentielles d'analystes. On parle d'options, de sanctions, de pression politique, de levier régional. On chuchote même, dans les scénarios les plus sombres, que des opérations discrètes pourraient être soutenues pour déstabiliser le pouvoir de Traoré, sous prétexte de restaurer la stabilité. Rien n'est dit officiellement. Mais c'est justement ce qui rend ces menaces puissantes. Il n'est pas toujours nécessaire de frapper pour faire peur. Il suffit de faire croire qu'on pourrait le faire. Parce que l'objectif n'est pas forcément de renverser un président. Parfois, il ne faut pas renverser un dirigeant pour freiner son élan. Il suffit de semer l'incertitude. Si les partenaires économiques doutent, si les pays amis prennent leur distance, si les médias répètent en boucle des accusations sans preuve, alors on n'a pas besoin de tanks. Le ralentissement s'installe tout seul. C'est exactement ce que certains espèrent pour Ibrahim Traoré. Pas de confrontation directe, juste un isolement bien orchestré. Parce qu'au fond, le problème, ce n'est pas l'homme. C'est le message qu'il porte. Et surtout, ce qui se passera si ce message fonctionne. Imaginons un instant que le Burkina Faso tienne bon. Qu'il transforme son or sur place. Qu'il alimente son budget sans l'aide du FMI. Qu'il résiste aux sanctions et aux pressions. Ce ne serait pas juste une réussite personnelle pour Traoré. Ce serait un modèle. Une voie.
un signal pour les autres pays africains. Et c'est là que les vraies questions commencent. Jusqu'où certains sont-ils prêts à aller pour s'assurer que ce modèle ne fasse pas école? Si les mises en garde ne suffisent pas, passeront-ils à l'étape suivante? Changeront-ils de stratégie? Utiliseront-ils d'autres leviers? Car aujourd'hui, le vrai enjeu, ce n'est pas seulement de freiner un président. C'est d'éviter qu'un mouvement prenne racine. Et pourtant, l'histoire a montré une chose. Les idées ne s'effacent pas avec le silence. Elles se glissent entre les lignes, elles prennent forme, elles deviennent contagieuses. Alors, qui est vraiment Ibrahim Traoré? Un militaire de plus? Ou l'écho d'un rêve qu'on pensait éteint? En 1987, une balle a fauché Thomas Sankara, un jeune président du Burkina Faso qui osait dire que l'Afrique devait se libérer par elle-même. Sa vision dérangeait, elle a été réduite au silence. Mais une idée, on ne peut pas l'enterrer. Aujourd'hui, cette idée marche à nouveau. Pas avec les mêmes mots, pas avec les mêmes gestes, mais avec une même force, la souveraineté. Traoré ne se proclame pas héritier de Sankara, il ne s'invente pas héros. Mais les ressemblances frappent, jeune, inflexible, déterminé. Il refuse les dépendances, il redistribue les cartes. Il rappelle que les ressources du sol africain ne sont pas à vendre aux plus offrants. Et, comme Sankara, il dérange. Mais cette fois, le contexte a changé. Traoré ne cherche pas la reconnaissance des grandes capitales. Il ne quémande pas des sièges à la table des puissants. Il construit un réseau, une vision partagée, non pas imposée. Un dialogue entre peuples, pas entre puissances. Mali, Niger, Guinée. Petit à petit, un nouveau groupe se dessine en Afrique de l'Ouest. Et il n'envoie pas des cris de guerre, mais un message simple. L'Afrique ne va plus rester gentiment silencieuse. Ce n'est pas une menace pour son peuple. C'est un réveil.